Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Le dernier Skype meeting qu'on a fait, donc on a vu un overview sur Xamarin, ce qu'on peut faire avec Xamarin, la différence entre Xamarin pour iOS, Xamarin pour Android et Xamarin Forms. Aujourd'hui, on va faire une application sur Xamarin Forms qui communique avec un web service sur Microsoft Azure. Donc, on va avoir ici les deux composantes, mobile plus cloud. Je pense que tout le monde connaît déjà Microsoft Azure. Est-ce que vous le connaissez déjà, Microsoft Azure? Je pense aussi que tout le monde a des comptes pour utiliser Microsoft Azure pour héberger des sites web et des virtual machines et tout. Ok, c'est bien. Donc, cette session va être divisée en deux parties. La première partie, on va développer l'application sur Xamarin Forms. Et puis, on va développer le site web en ASP.NET et on va l'héberger sur Azure. Puis, enfin, donc, on va connecter l'application sur Xamarin Forms sur le site web. La finalité ici, c'est qu'à partir de l'application mobile, on peut connecter à la base de données pour récupérer les données, ajouter, modifier ou supprimer des données à travers un web service. OK? Donc, on commence tout de suite. Donc là, je suis sur un virtual machine, alors pourquoi? Je relance Visual Studio. Donc là, on va commencer par développer l'application sur Xamarin Forms. Est-ce que vous avez fait du développement des web services? Est-ce que vous avez fait du ASP.NET? Donc, je pense aujourd'hui, on va découvrir plus que Xamarin Forms, c'est du ASP.NET et en plus du Microsoft Azure. Donc, beaucoup de connaissances, mais voilà. Ok. Mon compte Richard, j'en ai besoin. Ok. Login. J'ai besoin de ReSharper. Donc ReSharper, c'est le plugin qu'on utilise pour avoir l'autocomplete et tout. Donc c'est un outil vraiment très puissant. On aura besoin d'utiliser ReSharper aujourd'hui. Ça marche pas, ok, sans problème. Login in. Ok. Voilà, donc on commence par créer un nouveau projet. Et là, on va ici choisir cross-platform pour les applications sur Xamarin Forms qui s'exécutent sur iOS, Android et Windows. Donc là, j'ai choisi ici le template blank XAML app. Ok, donc je change le nom de mon application. On va l'appeler Azure MSP par exemple. Et voilà. Donc maintenant le projet est en train de se créer. Là on aura donc les projets pour le PCL. Un projet de PCL, ça contient le code des interfaces graphiques qui est commun pour les projets Android, iOS et Windows. Si vous avez des questions déjà, vous pouvez m'interrompre et poser vos questions dans soit à travers le mic directement ou à travers la barre du chat. Là.
Donc là, j'ai la fenêtre pour confirmer la version du SDK du Windows Universal. J'accepte. Voilà, donc maintenant notre application sur Xamarin Forms. Là, je change rapidement le typo, qui n'est pas du tout le typo de Visual Studio. Okay. Police et couleur. Donc là, vous pouvez voir qu'avec Visual Studio, on peut donc changer les typos pour que l'écriture soit plus grande. Si donc je vais revenir au défaut. Ok. Voilà. Donc ici on a le projet Portable, on a aussi le deuxième projet pour Android, le projet pour iOS, projet pour Windows Universal, un autre projet pour Windows 8.1 et un projet pour Windows Phone. Et ici on va supprimer ces deux projets pour avoir une compilation plus rapide. Supprimer et voilà. Donc, on a dit que les interfaces graphiques ou les codes communs, on l'écrit toujours dans les projets portable. Donc, c'est-à-dire, on va l'écrire dans ces projets-là ici. Donc, dans ce projet, j'ai le app.xaml.cs qui contient la page de démarrage pour mon application. Ici, la page de démarrage sera le main page. Le main page, c'est la page ici qui contient juste un label disons Welcome to Xamarin Forms. Ok. Donc ici, on va changer cette application ou cette interface graphique pour qu'elle puisse se connecter sur un web service et récupérer la liste des employés à partir d'un web service. Donc, pour le faire, je vais aller ici vers Solutions et ajouter une autre solution qui sera, ou un autre projet qui sera le projet ASP.NET. Donc, je vais sur, ici, remarquez bien que j'ai cliqué sur Solution, pas sur Projet. Donc, sur Solution, clic droit et je vais là sur Ajouter, Nouveau projet. Et là, je sélectionne Web. Application web ASP.NET. Je l'appelle MSP Web App, par exemple. Ok. Et là, donc, j'ai cette liste de templates. Et là, je choisis la template la plus adéquate pour ce type de projet. Pour créer des web services, généralement, on utilise donc la template du Web API. Donc, c'est-à-dire cette template-là. On va modifier l'authentification parce qu'à ce stade-là, je n'ai pas besoin d'une authentification. Et là, vous avez donc, vous voyez bien que j'ai l'option Host in the Cloud. Elle est cochée par défaut. Donc, je peux l'héberger comme étant un web app sur Microsoft Azure. Je vais la décocher pour le moment et on revient pour le faire ultérieurement. Ok. Donc on choisit Web API. Ok. Donc maintenant on va créer le projet Web API. Donc là on va créer la base de données et aussi créer les web services qui vont communiquer avec cette base de données pour faire les opérations d'addition, suppression, modification ou récupération de toutes les données. Donc, vous voyez ici le projet web. Donc, sur le projet web ici, donc, on a le dossier le plus important, ce sont les views. Donc, les views, on a donc les interfaces HTML, ou les interfaces qui sont écrites avec CSS HTML.
Et on a aussi le dossier modèle et le dossier contrôleur. Ok? Donc nous, ici, dans cette application, on va créer une liste d'employés. On va créer une application de gestion d'employés. Okay? Donc pour le faire, j'aurai besoin de la table employé ou une entité employée. Donc pour le faire, je vais aller sur modèle, ajouter, et ici, j'ajoute une classe. J'ajoute un modèle employé. Donc, ma classe sera nommée employé. Et j'ajoute. Donc, le modèle employé, le modèle, c'est enfin, c'est une classe, c'est une entité. Donc, les modèles employés, là, c'est une entité. Donc, les modèles employés va être mappé dans la base de données vers un table qui s'appelle employé. Cette table employé, donc, comme chaque modèle employé, donc, il a une propriété qui est de type string pour son nom et une autre propriété pour son département. OK? Donc, PROP, string, department. OK? Donc, chaque employé, il a un nom et un département. Donc, cette entité va être mappée vers une table. Dans cette table, il y en a une colonne pour les noms et une deuxième colonne pour enregistrer les départements. Mais on sait que pour les tables, chaque table doit avoir une colonne ID. Pour cela, je dois ici ajouter une troisième propriété qui sera l'ID. OK? Donc, je peux choisir le type entier ou même le type string. Ça marche aussi. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mon entité employé. Donc, une fois que j'ai cette entité, maintenant, je peux aller pour ajouter un contrôleur. Et là, donc, je vais vers le dossier contrôleur et ajouter un nouveau contrôleur. Donc, j'ai ici une liste de contrôleurs. Là, vous voyez, j'ai des contrôleurs MVC 5 ou des contrôleurs Web API. La différence ici, c'est que les contrôleurs MVC, ce sont des contrôleurs qui nous donnent une interface graphique sur web, c'est-à-dire des pages web, là où on aura une table qui nous donne par exemple la liste de tous les employés affichés dans une table. On aura aussi une autre page web pour ajouter un employé, où on a les deux champs pour saisir le nom et le département de l'employé et un bouton ajouter. De même pour la suppression et la modification d'un employé. Le deuxième type de contrôleur, là, c'est le contrôleur Web API. Le contrôleur Web API, c'est ce qu'on utilise avec l'application mobile. Okay? Donc, les contrôleurs MVC, ce sont des pages web, donc on le voit que sur le navigateur. Les contrôleurs Web API, ce sont les contrôleurs qui interagissent avec l'application mobile. Okay? Ils peuvent aussi interagir avec des sites web. Donc ici, on va commencer par créer un contrôleur MVC. Même dans les contrôleurs MVC, il y en a des types. Et là, je vais choisir avec vue utilisant Entity Framework, c'est-à-dire il va générer les vues, mais aussi il va générer la base de données en utilisant Entity Framework. Entity Framework ici, c'est l'ORM, Object Relational Mapping. Donc, c'est elle qui va faire le mapping des requêtes SQL pour être exécutées sur la base de données. OK? On va voir comment on peut l'utiliser, donc Entity Framework.
Donc je choisis cette template et je clique sur ajouter. Là j'ai cette deuxième fenêtre ici pour saisir les noms de la classe. Et ici c'est le nom de mon modèle qui est bien ici mon modèle employé. Donc je saisis employé et voilà. Donc je peux ici avoir mon modèle employé. Un deuxième champ, c'est le champ de contexte. Donc ici on va l'appeler employé contexte. Mais il ne suffit pas de faire ça, on doit passer par le bouton plus ici. Donc je vais l'éliminer là. Et aller vers plus, et ici donc on écrit le nom de notre contexte qui sera donc employé contexte. Voilà, ajouter, et voilà donc le nom de notre contexte. Vous voyez ici donc les options pour générer des vues, et voilà. Donc maintenant on est prêt, notre contrôleur sera appelé employé controller. Donc je clique sur ajouter. Et là donc vous verrez ici que quelques classes vont être ajoutées, mais là j'ai une erreur. L'erreur ici il me dit erreur lors de l'exécution du générateur du code sélectionné. Try rebuilding the project. C'est une erreur très connu et commun pour les projets ASP.NET lorsqu'on fait la génération des contrôleurs. Là, en fait, il nous dit de faire un rebuild du projet. Là, c'est qu'on a ajouté le modèle employé, mais lorsqu'on va ajouter le contrôleur, il doit connaître qu'il y a vraiment un modèle employé. Et c'est à travers le rebuild qu'il va connaître qu'il y a un modèle employé. Donc on va sur le projet et on va faire générer ou générer tout court. Donc la génération va lui permettre de connaître qu'il y a un modèle employé. Donc ici parce qu'il utilise donc c'est ce qu'on appelle reflection au lieu du fichier .cs tout court. Voilà. Donc on va refaire les mêmes étapes pour ajouter le contrôleur. Donc je vais sur contrôleur, ajouter contrôleur. Je choisis un BC5, ajouter. Mon modèle c'est employé. Et j'ajoute mon contexte que j'appelle employé. Ajouter. Et ici donc on peut maintenant ajouter notre contrôleur. Donc ici, notre contrôleur qui est généré par Visual Studio, il s'appelle Employees Controller. Et vous voyez ici, donc j'ai des méthodes qu'on appelle des actions. Vous voyez ici la méthode index par exemple. Là, elle utilise une vue. Dans cette vue, elle injecte la liste des employés. De même pour l'action details, elle utilise une vue. Dans cette vue, elle injecte un certain employé qu'elle a récupéré de la base de données ici. Ok? Donc, si on exécute ce projet-là, donc je vais sur le projet web, clic droit et définir comme projet de démarrage. Donc là, je vais l'exécuter sur Google Chrome. Je me suis sûr que c'est x86. Et puis, CTRL F5. J'exécute. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'interrompre et à les poser. Donc voilà, l'application s'est lancée maintenant sur le web. C'est l'application web ici, donc.
Voilà, donc c'est très simple. Mais là, donc, puisqu'on a ajouté un contrôleur, donc le contrôleur qu'on a ajouté là s'appelle employees controller. Ok? Donc là, je vais prendre le nom du contrôleur en supprimant le mot contrôleur, donc c'est-à-dire employees, écho, et puis donc je vais sur le lien ici et ajouter slash employé comme elle était écrit sur le nom du contrôleur. Okay. Je clique Entrée. Puis vous verrez ici que on va être redirigé vers une autre page. Voilà. Donc ici, cette page, elle doit contenir donc la liste des employés. Si je peux. Voilà. Donc cette page va contenir la liste de tous les employés. Là, chaque employé a un nom et un département. Donc là, c'est la table pour avoir tous les employés. Bien sûr, à ce stade-là, ma base de données est vide. Donc, pour cela, on n'a aucun employé affiché ici. Pour créer un nouveau employé, j'ai ce lien-là, je clique sur Create New, et ici, vous verrez bien que je me suis redirigé vers un autre lien, là, employé /create, pour créer un nouveau employé. Et là, dans cette page, j'ai les deux champs pour le nom et le département. Département RH, par exemple, et je clique sur le bouton Create pour créer un nouveau employé. Voilà. Du même, si j'ajoute un deuxième, Create, et voilà. Donc maintenant j'ai ces deux champs qui sont enregistrés sur la base de données. Je peux aussi aller pour éditer un champ. Donc là, vous verrez que j'ai les trois boutons pour supprimer, éditer ou avoir les détails d'un certain nombre de détails. Donc je vais Edit. Et là, donc, je peux faire, donc, Edit. Je change le département de RH vers Dev, par exemple. Je clique Save. Et voilà, les modifications ont été faites sur la base de données. Je peux aussi supprimer une certaine entité. Donc là, je clique sur Delete et l'entité va être supprimée automatiquement de la base de données. Voilà. Donc, comment ça marche cette application? Donc, elle est générée à partir du modèle qu'on a généré à partir de Visual Studio. Donc, pour cela, je reviens sur Visual Studio pour comprendre un peu ce qui a été fait. Donc là, on a cette action index. L'action index, c'est l'action qui correspond à cette vue-là. Ok? Donc cette vue, qu'est-ce qu'elle affiche? Donc elle affiche la liste de tous les employés dans une table. Donc cette liste des employés, elle correspond à celle-là. Donc là, db.employees.toList. Ok? Donc c'est la liste de tous les employés. On a récupéré cette liste d'employés à partir de l'entité db qui est l'employees context. Si je vais maintenant sur employees context, go to definition. Donc employees context, elle mérite de l'objet db context qui est l'objet qui va nous donner accès à la base de données. Donc ici, il a créé une base de données. Il a créé aussi la chaîne de connexion pour la base de données. La chaîne de connexion, elle a comme clé employees context. Donc, je peux trouver la chaîne qui correspond à cette clé ou la valeur qui correspond à cette clé dans les dossiers. Ici, sera le dossier web.config.
Donc vous verrez bien ici qu'on a une balise connection string et on a ici le nom de notre chaîne de connexion. Donc qui est ici employees context. Okay? Donc qui correspond bien à ce nom-là, employees context. Et la valeur de la chaîne de connexion, c'est celle-là. Donc elle contient le chemin de la base de données et quelques paramètres nécessaires pour avoir la connexion et les sécurités et tout. Donc notre connexion, notre base de données ici, elle est dans un dossier data et elle s'appelle employees context, tous ces numéros qui correspondent à la date de création de la base de données .mdf. Donc où est-il localisé là? Donc ici, on peut le trouver dans ce dossier-là qui correspond au fichier Data Directory, le app data. Donc, mais ici, le fichier app data, il est vide. Mais si je l'ouvre, faire un right-click et faire ouvrir le dossier, là, vous voyez qu'on a deux fichiers, le .mdf et le .ldf. Le .mdf, c'est le fichier qui correspond à la base de données. Donc, c'est celle-là, notre base de données que l'application ASP.NET utilise. OK? Donc, maintenant, on connecte sur cette base de données pour, enfin, récupérer la table employée. OK? Donc, l'entité employée ici, ça correspond à la table employée dans ma base de données. Donc, ici, c'est Entity Framework qui fait tout ce code-là. OK, qui fait toute cette magie. Donc, on a une base de données qui s'appelle Employees Context. Dans cette base de données, j'ai une table qui s'appelle Employé. Donc, on peut accéder à la table Employé, comme on a fait ici. Donc, employé.toList pour récupérer la liste de tous les employés. Et enfin, on peut donc envoyer cette liste d'employés vers le view. Le view ici, donc si je mets un clic droit et saisir aller à la vue ici. Donc vous voyez là qu'on est redirigé vers le dossier views. Donc vous verrez ici qu'on a un autre dossier qui s'appelle employees. Il contient toutes les actions qu'on vient de voir sur le navigateur. Les actions correspondent à index, edit, delete, create et details. Et là, on est sur le index.cshtml. Donc, si on voit ce code-là, donc il prend la liste des employés qu'on a envoyé à partir du contrôleur. Donc, c'est cette liste-là. Et après, donc il va construire une table. Cette table, elle contient deux colonnes. Une première colonne pour afficher le nom de l'employé et une deuxième colonne pour afficher le département. Donc là, ça correspond bien à cette table-là. Donc, ce sont le name et les départements. OK? Puis, parce qu'on a donc une liste d'employés, donc il va parcourir cette liste en utilisant la syntaxe ici de CSHTML, donc on l'appelle Razor. Donc ici, il va parcourir la liste d'employés qui correspond ici à l'entité modèle. Donc, il va, pour chaque employé, il va ajouter une colonne dans la table ou une ligne dans la table. Dans cette ligne, dans la première colonne, il va afficher le nom de l'employé et dans la deuxième colonne, il va afficher le département de l'employé. Ici, vous pouvez noter bien donc la différence entre ici l'utilisation du modèle ou du item. OK? Puis pour chaque employé, il aura l'action pour faire un edit, details ou delete à partir de la base de données. Voilà. Donc cette vue-là, elle correspond à cette vue qu'on vient de voir ici. De même, les autres vues, par exemple pour la vue de edit, par exemple. Oups, bien sûr, parce que ça marche pas parce que j'ai stoppé le web service. Mais ici, si on va sur la vue de edit, on va avoir la même chose pratiquement. On va avoir
qu'on va recevoir un employé. Cet employé, il est envoyé par le contrôleur. Donc ici, si je vais sur l'action qui correspond à Edit, vous voyez bien ici que qu'on envoie un modèle employé ou une entité employée vers la vue de Edit. Okay? Donc ici, le nom de cette action c'est Edit et le nom du vue c'est aussi Edit. Okay? Donc ici on a une correspondance entre le nom de l'action et le nom de l'action et le nom du vue. Donc on prend un employé et de même donc on va afficher son nom et son département dans un formulaire, okay, pour pouvoir enfin faire les actions de edit, du changement des propriétés de l'employé. C'est pratiquement la même chose pour les deux autres vues du détail et delete. Donc ici sur Details, pour afficher les détails d'un employé. Donc vous verrez bien ici qu'on utilise InDiv pour donc afficher dans la première ligne le nom et la valeur de ce nom, puis le département et la valeur de la département. Même chose pour Delete. Donc on reçoit les données de l'employé, on affiche le département et les modèles, puis donc l'action pour faire le delete ou la suppression de l'employé. Donc ici, si on récapitule, le contrôleur, il fait associer des actions vers du vue. Donc, c'est-à-dire ici, si je veux sur l'action index, donc je veux être redirigé vers la vue qui correspond à index, c'est-à-dire cette vue-là. Ok? On peut essayer ça, bien sûr, si je mets ici un breakpoint et j'exécute l'application. Donc un breakpoint ici, ça sert à débugger l'application pour connaître est-ce que vraiment il vient d'exécuter cette méthode index ou pas. Donc ici, je vais sur ce même URL en ajoutant ici index. Et bien sûr, index, on peut l'ajouter ou la supprimer, c'est facultatif parce que par défaut, on accepte donc index après employé slash et il va par défaut chercher la vue index. Index, c'est la vue par défaut. On fait entrer et vous voyez ici, on vient de tomber sur cette breakpoint là. Donc, c'est-à-dire maintenant, on est sur cette vue. Voilà. Continuer. Et voilà. Il y avait des questions pour le moment? Pour ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Des questions, des questions? Ok, donc on passe à l'étape suivante. Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a donc la liste des employés affichée sur une page web. Ok, mais ici, je veux avoir cette liste d'employés, cette même liste dans mon application mobile Xamarin. Pour le faire, on a dit que l'application mobile, elle ne peut pas communiquer directement avec une page web, mais elle communique avec des web services. Donc, on va créer un web service permettant à notre application mobile de communiquer avec la base de données. Pour le faire ici, je vais sur le dossier contrôleur et j'ajoute un deuxième contrôleur que je vais ici donc
un contrôleur ici, je choisis Web API pour créer du web service et là je choisis avec action utilisant Entity Framework. Donc encore je vais utiliser Entity Framework pour me permettre d'accéder à la base de données pour récupérer, supprimer ou éditer un employé. Donc je clique sur ajouter. Mon modèle que j'utilise c'est le modèle employé. Et ici vous verrez que je peux utiliser le même contexte que j'ai déjà créé. Et c'est bien d'utiliser le même pour enfin accéder à la même base de données. Si vous créez deux contextes différents, ce sera comme si vous avez deux bases de données différentes. Ok? Donc le même contexte. Et ici, je vais appeler mon contrôleur employees API controller et je clique sur ajouter. Donc le même Visual Studio a généré un deuxième contrôleur qui est le Employees API Controller ici. Et cette fois-ci, ce contrôleur, il ne contient pas de view. Ok, ce n'est pas comme le MVC Controller parce que ici, le API Controller, c'est un contrôleur qui communique avec c'est un web service, donc il communique avec des applications mobiles et pas avec des pages web. Alors, donc ici c'est un API controller, on voit bien la différence entre controller, comme on vient de voir avec notre MVC controller, et notre API controller. Ok, donc ce n'est pas un MVC controller et API controller, mais c'est plutôt API controller pour les contrôleurs API et controller tout court pour les contrôleurs MVC. Le contrôleur API ici, donc, il va accéder à la base de données à travers le employees context, cet objet DB qui me permet d'accéder à la base de données. En accédant à la base de données, on va voir qu'on a une table pour les employés. Donc, on accède à cette table et ici, la méthode getEmployees, elle retourne directement dans la liste d'employés d'une manière directe sans passer par une view, comme c'est le cas avec la vue index ici, donc où on met la liste des employés dans la vue. Ok, donc ici, mon application mobile, lorsqu'elle va se connecter sur le web service pour invoquer la méthode getEmployé, elle va avoir comme résultat le db.employé ou la liste des employés tout court. Une deuxième méthode ici, c'est le getEmployee. Donc ici, getEmployee, elle va retourner toute la liste des employés. Mais getEmployee, elle va retourner un seul employé qui son ID correspond à l'ID qu'on passe un paramètre ici. Ok? Donc, elle va premièrement chercher l'employé par son ID. Elle trouve l'employé, elle s'assure qu'il n'est pas nul, puis elle va retourner cet employé vers mon application mobile. Une troisième méthode là, pour putEmployé. putEmployé, ça permet de modifier les propriétés d'un certain employé. C'est l'équivalent de edit dans mon contrôleur MVC. Donc c'est l'équivalent de edit ici. Donc, putEmployé, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un employé avec son ID. Elle va vérifier que les modèles qu'on a reçus est valide. Elle va aussi vérifier que l'ID de l'employé correspond bien à l'ID qu'on a envoyé. Puis, elle va changer la propriété ou les propriétés de l'employé. Si c'est comme j'ai fait lorsque j'ai changé le département RH vers le département Dev pour un certain employé. Donc cette modification elle est faite par une seule ligne de code ici. Okay? Donc vous voyez ici qu'on n'écrit pas des requêtes SQL, c'est-à-dire qu'ici j'ai pas écrit select étoile from table ou update ou les requêtes SQL qu'on connaît déjà. Mais par contre, on écrit des
des requêtes orientées objet. Ok, ce sont ici, comme si je manipule une liste, là je peux faire donc employé.find pour exécuter la requête qui va chercher un employé dans la base de données, ou db.employé à la place de select étoile from employee stable. Donc ici, là apparaît bien donc le rôle de Entity Framework, qui elle va connaître ces requêtes-là, lorsque je fais find par exemple, et elle va les traduire vers des requêtes SQL. Ok? Donc parce qu'enfin la base de données elle ne connaît que le SQL, donc ici Entity Framework va jouer le rôle de mapper ces requêtes qui sont écrites en orienté objet vers des requêtes écrites en SQL. Ok? Voilà, ici pour nous, on manipule l'orienté objet. C'est plus facile pour nous, on peut le faire avec moins d'erreurs, parce que les requêtes SQL ce sont des chaînes, ce sont des strings, enfin, donc on peut oublier des points, on peut oublier les histoires, on peut écrire les noms des tables d'une manière fausse, et voilà. Ici on manipule l'orienté objet, et c'est plus simple et plus rapide pour nous. Une autre méthode, c'est post-employé. Post-employé, ça sert à ajouter un nouveau employé. Pour cela, elle prend en paramètre le nouveau employé. Pour ajouter un nouveau employé, on a la requête orientée objet qui correspond à l'ajout d'un employé, qui est ici donc db.employees.add l'employé. Après, qu'on ajoute un nouveau employé, vous voyez ici qu'on exécute la méthode save changes. Save changes, c'est l'équivalent du commit dans les requêtes SQL. Ok? Donc, c'est pour committer les changements qu'on vient de voir sur la base de données. Une dernière méthode là, c'est delete employé. Delete employé pour supprimer un employé. Donc, il me suffit juste l'ID de l'employé que je veux supprimer. Pour le supprimer, je dois le récupérer. C'est mon employé, s'assurer qu'il n'est pas vide. Et enfin exécuter la méthode remove pour donc supprimer l'employé de ma base de données, et puis je fais le commit. Une autre méthode, ou deux méthodes pour nous aider ici, c'est la méthode dispose. La méthode dispose ici, donc après qu'on a fait des modifications sur la base de données, on a fait le commit, on aura besoin sûrement donc de fermer la connexion à la base de données. Et c'est le rôle ici de la méthode dispose. Ok? Donc dispose, elle va fermer la connexion à la base de données d'une manière automatique. Ok? Voilà. Donc maintenant, on a notre web service. On peut les tester, bien sûr, en invoquant cette méthode-là. Donc, je vais ici ajouter un breakpoint ici et un deuxième breakpoint sur la méthode getEmployé. Et j'exécute encore donc, mon application. Donc, pour aller vers mon API controller, comme on a fait /employé/index avec les contrôleurs MVC, c'est un peu différent avec les contrôleurs API. Avec les contrôleurs API, ici, je dois aller vers cette adresse. Donc là, il me donne l'adresse dans un commentaire. Donc, je peux donc ici copier. Et j'utilise cette même adresse donc, là. Donc, cette façon. Donc, j'aurai ici /API/employees API.
Vous voyez bien que en invoquant cela, donc je me suis redirigé ici vers cette méthode. C'est la méthode qui correspond à cette URL. Ok, donc en invoquant cette URL, je peux invoquer mon web service, qui est ici le get employé. Donc je clique sur continuer. Et ici, vous verrez bien que là, donc j'ai un fichier XML qui contient deux employés. Un premier employé qui a un ID 1, il s'appelle Oussem Delay, département dev. Un deuxième employé, Firas DX. D'où viennent ces données? Donc c'est les mêmes données qui viennent de la base de données et qui sont ces mêmes données-là. Ok? Donc nos deux contrôleurs, le MVC contrôleur et le API contrôleur, ils communiquent tous les deux vers la même base de données et ils peuvent récupérer les mêmes données ici. Ok? Pour cela, on voit ici les mêmes données que les données affichées dans la page web. De même, si j'ajoute un nouveau contrôleur dans la page web ici, on va mettre CTO create, continue. Donc ici, donc maintenant on a 3 entités dans la base de données, 3 employés. Si je reviens là, je fais refresh, et en faisant refresh, on voit ici que on a maintenant les 3 employés et le troisième a été ajouté, Mohamed CTO. Okay. Donc ici, vous voyez que le format de cette donnée, c'est une donnée XML. Mais on peut voir cette même donnée en format JSON. JSON, c'est comme le XML, mais un peu plus optimisé. Donc, pour le voir en format JSON, je peux utiliser Internet Explorer. Okay. Donc, je prends la même URL ici, copier, et je vais sur Internet Explorer. J'utilise donc la même URL et j'exécute l'application. Vous pouvez voir que ici, il me dit qu'il a téléchargé un fichier qui s'appelle employeesapi.json. Donc, si j'ouvre ce fichier, vous voyez ici, c'est ouvert automatiquement dans Visual Studio. Donc, c'est un fichier JSON qui contient les données sur mes employés. Vous verrez bien ici qu'il a un champ ID qui est le nom de l'employé et le département et la valeur de la département. De même pour l'employé numéro 2 et son nom et son département. Ok? Donc ici, les fichiers JSON ou XML, c'est pratiquement la même donnée, mais sous 2 formats différents. C'est comme si on peut avoir la même vidéo, une encodée avec MP4 ou une autre vidéo qui est encodée avec .mov, par exemple. Ok? De même qu'on peut avoir des sons avec MP3 ou des sons avec Wave. Donc, ce sont deux manières pour représenter les données. Une, elle utilise, donc les XML utilise les balises. Ici, les JSON, donc, il utilise cette syntaxe prédéfinie. Voilà. Donc, sur ce web service, donc, on a invoqué le premier web service qui correspond à notre premier méthode ici, qui est la méthode getEmployé. Donc, pour récupérer tous les employés. Mais si je veux invoquer le deuxième employé pour récupérer un certain employé. Donc, pour le faire, ici, vous verrez en vert, en commentaire, qu'il nous donne un exemple qui nous aide pour exécuter cette méthode-là. Donc, pour le premier exemple, on a pris
cette chaîne-là. Dans le deuxième, on va prendre celle-là. Il ajoute ici le paramètre ici pour passer, on aura besoin de passer un ID. Cet ID il correspond bien à ce numéro-là après le slash. Ok? Donc, ce 5-là va être considéré comme l'ID pour mon méthode getEmployé. Donc, si je reviens ici et ajouter l'ID dans l'URL, donc je fais donc API / employees API / 3. Je dois assurer que l'employé avec l'ID 3 il existe. C'est l'employé numéro 3 qui est Mohamed. J'exécute. Et voilà, donc maintenant je me suis redirigé vers l'employé, ou vers la méthode getEmployé pour récupérer l'employé numéro 3 ici. Puisque j'ai un breakpoint, je peux mettre le curseur sur ID pour voir la valeur ID, c'est 3, c'est le /3 que j'ai écrit dans l'URL. Voilà, je vais continuer. Et ici, on voit bien donc que maintenant on a seulement un seul employé. Pas toute la liste des employés, c'est l'employé qui a l'ID numéro 3. C'est l'employé Mohamed. Ok? Donc, de cette façon-là, notre application mobile va utiliser ce web service pour récupérer la liste des employés ou récupérer seulement un seul employé. D'accord? Donc, ici, avant d'aller pour développer l'application sur Xamarin, je vais vous montrer dans Visual Studio que la base de données qu'on a vu dans le dossier AppData, c'est cette base-là, employeescontext.mdf, on peut la consulter à travers Visual Studio directement. Donc, comment je peux faire? Sur Visual Studio, si on va sur affichage, on a cette menu explorateur de serveur. Donc, celle-là, on peut aller sur connexion des données et vous voyez ici que elle peut connaître que sur mon projet là, il y en a une employees context, la base de données contexte. Donc ici elle est en rouge, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connectée à cette base, mais si j'ouvre, si j'essaie de consulter la base, maintenant elle est en vert, c'est-à-dire que je me suis connecté, je peux voir donc les tables dans cette base de données. Là, il y en a les tables employés avec les deux colonnes qu'on a créées ou les trois colonnes pour le ID, le nom et le département. Je peux aussi faire un clic droit sur employé pour consulter ou afficher les données de la table. Donc, de cette façon, on aura donc un affichage de la table de la base de données ici. Voilà. Et là, on trouve bien donc nos trois employés qu'on vient d'ajouter. Bien sûr, si je fais une modification ici, et je clique Entrée, il n'y avait pas les boutons enregistrer comme vous voyez bien. Donc juste, je peux cliquer Entrée après faire la modification que je fais. Et après, donc maintenant j'ai changé le nom de Keras pour Keras Bruno. Si je reconsulte de nouveau mon base de données à travers le contrôleur indexé ou à travers le contrôleur API, je vais pouvoir donc voir les données que j'ai modifiées. Donc je consulte mon API contrôleur et vous voyez ici que il me donne donc Keras Bruno. De même pour mon contrôleur indexé. Donc Keras, si je refresh, donc là, ça va être affiché. C'est un breakpoint, c'est Visual Studio. Continuer. Et voilà, donc. Encore. Voilà. C'est affiché PSB. OK? Donc maintenant, notre base de données, on peut l'accéder à partir de site web ou à partir d'un web service ou aussi
à partir de Visual Studio. Ici. Okay. Maintenant, on veut accéder à cette base de données à travers notre application Xamarin, en passant bien sûr par les web services qu'on a créés, exactement le web service API Controller. Okay. Donc, on revient sur notre application mobile, sur notre projet Xamarin. Je reviens sur le projet Portable. Ici, je vais sur la main page, la page principale de mon application. Et sur la main page, donc je vais l'ouvrir, ou plutôt je vais aller sur le mainpage.xaml.cs et ici, je vais ajouter la méthode qui va faire appel au web service à travers l'application Xamarin Forms. Donc je vais appeler cette méthode download employé à 5. Ok. Donc je vais créer cette méthode, generate méthode, et voilà. Donc maintenant sur cette méthode là, ici donc je vais ajouter le code pour se connecter à mon web service. Pour le faire, je vais utiliser un objet qui s'appelle HTTP client. Ok. Donc égal new HTTP client. Ici, j'ai une erreur. Donc, je peux utiliser donc HTTP client using system.net.http. Voilà. Donc, mon objet HTTP client. Donc, vous verrez ici qu'il contient des méthodes qui servent pour la connexion à la base de données. Donc, ici, vous verrez, il y a la méthode delete, c'est pour donc invoquer la méthode delete dans mon contrôleur. Il y en a d'autres pour post, donc c'est pour exécuter la méthode post employé ou put i5, ok, ou send i5 aussi. Donc ici la première étape, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir ou de télécharger la liste de tous les employés. Pour le faire, j'utilise la méthode getStringAsync. Pourquoi la méthode getStringAsync? Parce que le web service va nous renvoyer la liste de tous les employés en format XML ou JSON. Et les deux formats, on va les récupérer comme étant une chaîne de caractères. Ok? Donc, la méthode getStringAsync, vous verrez ici qu'elle prend en paramètre une chaîne qui est l'URL ou l'adresse web de mon web service. L'adresse web ici, donc, ça correspond à cette adresse-là. Mais là, je suis sur localhost. Ok? Donc, quand même, je vais utiliser l'adresse sur localhost. Et je vais donc utiliser la même adresse ici. Voilà. Donc, de cette façon, le HTTP client va se connecter sur cette URL et en invoquant cette URL, comme ici, donc il va récupérer le fichier JSON ou XML qui contient toutes les données de toute la liste de mes employés. GetStringAsync, c'est une méthode asynchrone. Donc, pour cela, on doit utiliser les mots-clés await. Donc, on doit insérer await. Et avec le mot-clé await, on doit utiliser
le mot-clé A5 pour décorer ma méthode. Avec S5, lorsqu'on a void, c'est mieux d'utiliser task au lieu de void. Ok? Vous verrez ici que la méthode, elle devient donc, elle devient en vert, mais c'est pas grave ici. Donc la liste des web services qu'on va récupérer sous format JSON ou XML, on va l'enregistrer dans une variable de type string. On va appeler JSON. Ok. Voilà. Donc maintenant je fais un breakpoint ici et un autre avant la fin de la méthode et je vais exécuter donc mon application Xamarin qui lors de son démarrage elle va se connecter au web service pour récupérer la liste des employés. Ok. Donc ici j'aurai besoin de faire démarrer les deux projets, le projet web et le projet Xamarin, les deux à la fois. Pour le faire ici, je peux aller sur solution et choisir l'option ici définir le projet de démarrage. Projet de démarrage, donc je peux choisir un seul projet ou plusieurs projets de démarrage. Je choisis ici de démarrer le projet web et de démarrer aussi le projet Windows UWP. Démarrer. Là, ok. Donc, maintenant je peux exécuter les deux à la fois. Donc, je vais démarrer. Il y avait encore des questions? Donc l'application a été lancée. Et vous voyez l'autre nouvelle fenêtre sur l'écran. Et aussi, donc, il relance l'application sur Windows UWP. Et vous voyez que Visual Studio ici, donc on vient d'exécuter cette méthode. Donc, je vais continuer. Un petit instant. Et maintenant, donc, il a exécuté cette ligne de code, c'est-à-dire qu'il a fait l'appel au web service, il a récupéré la liste des employés. Et si je mets le sur ce JSON, vous voyez ici que j'ai récupéré une liste, donc, qui est ici. Le fichier JSON, donc la liste de tous les employés, donc avec son ID, le nom et le département. Okay. Voilà. Donc, mais la liste des employés ici, elle est en format JSON. Okay. Donc, si encore, c'est comme si c'est une chaîne de caractères, c'est une chaîne qui contient tous les employés. On veut maintenant que cette liste soit une liste des employés, une vraie liste. Pour le faire, donc, je vais déclarer une variable que je vais appeler employé. Égal. Donc maintenant, j'aurai besoin d'une manière de convertir cette chaîne JSON vers une liste d'employés. Ok. Pour le faire, je dois premièrement avoir l'entité employé. Ok. Parce que là sera cette page sera une liste d'employés. Okay. Mais ici, je n'ai pas l'entité employée parce que ici, je travaille sur dans le projet Portable.
Et le modèle employé a été créé dans un autre projet. Ok? Ça a été créé dans le projet web. Donc, il existe ici un modèle employé. Donc, ce que je peux faire, tout simplement ici, c'est que je vais copier ce même employé vers le projet Portable. Copier, coller. Ok? Maintenant, j'ai le projet ici. Donc, en revenant ici, maintenant, puisque j'ai les modèles employés dans mon projet Portable, donc je peux ajouter son using, l'using qui correspond donc au namespace du modèle employé. Voilà. Maintenant, pour convertir la chaîne JSON vers une vraie liste d'employés, j'aurai besoin d'un objet qui s'appelle JSON Convert. Ici, on n'a pas l'objet JSON Convert, mais on peut donc le télécharger ou l'installer à partir en utilisant les NuGet Packages. Pour le faire, je vais ici sur mon projet Portable, clic droite et gérer le NuGet, les packages NuGet. Donc c'est comme si je vais ajouter une bibliothèque que je vais utiliser dans mon application, une bibliothèque qui n'existe pas. Ok? Mais cette bibliothèque, elle existe sur un répertoire qu'on appelle NuGet. Donc là, c'est un répertoire où on a des composantes réutilisables qu'on appelle donc NuGet Packages. Donc ici, le premier package là, il s'appelle newtonsoft.json. Ok? Je lui sélectionne et ici, je l'installe en cliquant sur le bouton installer. Ici, donc, Visual Studio va l'ajouter dans mon projet d'une manière automatique. Donc, vous verrez ici que dans les références, j'ai une nouvelle référence pour newtonsoft.json. Ok? De cette façon, maintenant, je peux accéder donc vers mon JSON Convert. Et maintenant, je peux résoudre le namespace, le JSON Convert qui est ici newtonsoft.json. Donc, vous verrez ici qu'il a ajouté, Visual Studio a ajouté le namespace pour JSON Convert, newtonsoft.json. Donc, pourquoi on a utilisé cet objet? C'est pour avoir accès à la méthode qui s'appelle deserializeObject. DeserializeObject, donc, c'est une méthode générique, là où on va passer les types. Là, elle va donc désérialiser notre JSON vers quel type sera converti, c'est vers le type liste d'employés. Ok? Donc, c'est-à-dire ici, elle va prendre les JSON qu'on a récupéré des web services et puis elle va donc le convertir vers une liste d'employés. Le type de conversion le met ici dans le inférieur et supérieur parce que la méthode deserializeObject est une méthode générique. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait la sérialisation ou la désérialisation pour convertir du JSON vers un objet .NET qui est une liste d'employés. Maintenant, je peux tester de nouveau. Une erreur là. Ok. Donc, je n'aurai pas besoin de ce using dans le projet, dans l'entité employée dans le projet Portable. L'application démarre et ici, donc, cette méthode a été exécutée. Vous voyez, donc, on a la même liste d'employés ici. Mais de plus, si je mets le curseur sur employé, vous voyez ici que j'ai
un count entre 3 employés. Donc, employé maintenant n'est plus une chaîne de caractères, mais ce sont des vrais, une liste d'employés, une liste .NET. Okay? Donc, je peux voir ici le premier employé. Je peux donc consulter le deuxième et encore mon troisième employé. Voilà. Donc, de cette façon-là, maintenant, donc, on a récupéré la liste des employés à partir du web service. Mais encore ici, le web service qu'on utilise, c'est le web service localhost. Ok? Pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'est trop facile d'utiliser le web service en localhost avec Windows, UWP, mais pas avec le projet Android ou le projet iOS. C'est pour cela que ici j'ai choisi de travailler avec le projet Windows, Universal Windows, et j'ai pas donc utilisé Android et iOS parce que là les deux projets Android et iOS j'aurais besoin de faire une certaine configuration pour que je puisse leur connecter à un web service en local. Windows UWP, il supporte donc la connexion vers un web service en local. Ok? Mais maintenant, mon web service ne va pas rester en local. Je vais l'héberger. Je veux que mon web service devienne public pour que je puisse donc l'invoquer n'importe où. Ce n'est pas seulement sur mon machine en localhost. Pour le faire ici, on va utiliser Microsoft Azure donc pour héberger ce web service qu'on a créé. Pour cela, je vais donc sur le site de Microsoft Azure. Donc là, c'est le azure.com. Donc c'est le site où vous pouvez donc voir des articles ou des tutos sur comment utiliser Azure. Là, je vais sur Portal. Je vais me loguer. Donc normalement ici les comptes Azure, je pense que vous pouvez avoir des comptes avec les cartes de Winspar ou même des comptes Trial pour 3 mois. J'ai besoin de connecter avec ce compte. Hossein. Firas. Firas. Oui. Hossein. Oui, Firas. Oui. Fais ma question, juste là. Oui. Avant de déployer la base sur Azure, est-ce qu'on pourrait agrandir la base de données, genre créer plusieurs associations entre plusieurs tables? Ah, bien sûr. Bien sûr, là, on a fait le modèle le plus simple, c'est d'avoir une seule table ou une seule entité, mais bien sûr, on peut avoir des relations de one-to-many, On pourrait faire un petit exemple à l'instant, maintenant. Pardon? Ou question de temps, est-ce que on est limité? Pardon, je n'ai pas entendu la question? Est-ce qu'on pourrait faire un petit exemple là, maintenant, ou est-ce qu'on est limité côté temps? Ah, je préfère pas le faire maintenant, mais si vous voulez, je peux vous envoyer un tutoriel où on fait donc les relations one-to-one et one-to-many. Juste pour clarifier les choses, Hossein, aux autres, en fait, pour faire la relation, on doit faire aussi le database migration. Ok, donc ça va prendre du temps. Ah, voilà, surtout si on veut changer cet exemple existant. Exactement, merci. D'autres questions? Ok, donc sinon là, je suis sur Microsoft Azure. Et là, donc, est-ce que vous connaissez déjà Microsoft Azure?
Qui parmi vous a utilisé avant Microsoft Azure? Vous pouvez m'écrire les réponses en commentaire si vous voulez. Ok, on a un utilisateur. Ok. Sinon, Microsoft Azure, donc, on peut l'utiliser pour créer des services, que ce soit des machines virtuelles, des sites web, du web service, mais également d'autres services comme les bases de données. Et il supporte donc SQL Server, Oracle ou SQL ou MySQL à travers ClearDB. Il y en a d'autres services sur Microsoft Azure comme les services de push notification ou les mobile services ou bien donc d'autres services pour créer des API et faire donc les monitoring des API donc comme le App Insights. Et il y avait donc plusieurs API qu'on peut utiliser pour faire par exemple du traitement d'image, ce n'est pas traitement mais reconnaissance d'images, reconnaissance d'objets dans des images ou reconnaissance des objets dans des vidéos. Il y en a donc plusieurs services. Aujourd'hui, on va voir un de ce millier de services qui est le service App Services. Donc, je vais sur App Services et ici, vous verrez que j'ai des App Services que j'ai déjà créés avant. Et maintenant, je vais créer un nouveau App Service. Pour le faire, je vais ici sur Add. En cliquant sur Add ici, donc, il me demande quelques templates que je peux utiliser. Mais ici, donc, je vais utiliser la template ici, Web App. Ok, donc je sélectionne Web App. On le fait. Donc, je vais maintenant Create pour créer une application web. Ici, donc, je me suis demandé pour entrer le nom de ces sites web. Donc, on va l'appeler MSP Azure, par exemple. Et le nom est utilisé, MSP Azure Demo. Et voilà. Donc, je peux utiliser ce nom de domaine avec le point Azure Websites. Donc là, il va me créer un nouveau site web qui a cette URL. mspazure-demo.azurewebsites.net. Je sélectionne ma souscription, je vais utiliser Bespark. Et je peux aussi, donc, ici, choisir la ressource group. Je peux utiliser une ressource group déjà existante. J'utilise celle-là, par exemple, Default Media West Europe. Donc là, on a créé le nom du domaine. On a choisi donc notre ressource group. La ressource group, là, c'est comme si le groupe où on va héberger notre site web avec notre base de données. Parce que ici, sur ce site web, je veux lui associer aussi donc une base de données pour enregistrer la liste des employés. Après ça, donc j'utilise ici le service plan. Le service plan, c'est le niveau du support de mon site web ou la qualité du service de mon site web. Ok. Là, je choisis par défaut celle-là, par exemple. Et voilà. Je fais Windows Dashboard pour que je puisse voir mon site web lorsque j'ouvre le portail d'Azure. Et je vais donc créer mon site web. La création est en cours ici. Vous verrez bien, donc ici, j'ai pas encore créé une base de données, j'ai juste créé le site web. Mais après que le site web a été créé, je peux aller pour associer une base de données à ce site web. Je peux le faire ici, donc en allant sur
cette barre-là pour chercher la base de données ou la connexion vers des données. Et là, on a cette menu pour Data Connection. Je la choisis. Et là, donc, si je clique Add, donc, je vais associer une base de données SQL Azure. Je choisis une base en sélectionnant cette deuxième option-là. Donc, là, j'ai deux options, soit de créer une nouvelle base de données. Déjà, c'est juste en suivant ces étapes-là. Donc, je donne le nom de la table. J'ai quelques configurations à faire. Et je choisis le pricing tile. Sinon, si j'ai déjà créé une base de données, je peux la réutiliser. Donc, je sélectionne ici la base de données que j'ai créée, qui s'appelle ici Employees DB. OK? Donc, en cliquant sur ce tableau-là, je peux donc avoir accès, ou je peux configurer le username de l'administrateur et le password. OK? Mais j'ai pas besoin de le faire. OK. Maintenant, je clique OK. Oups. J'aurais besoin de... Je dois le faire. OK. Admin username. Ici, puisque je me connecte vers une base de données qui existe déjà, donc pour s'authentifier à cette base, je dois donc saisir mon username et mon password. Ok, j'espère bien que je me souviens de la password. Ok, oh non. Ok. J'essaie de nouveau. Okay. Cannot connect to the selected database. Please check your username, password, and database server firewall rules. Ok. Je peux pas me connecter sur cette base. Ok. Mais sinon, ce n'est pas grave. Donc, après la création de site web et l'associer avec la base de données, je peux maintenant donc aller sur mon site web qui maintenant donc va être dans la liste des App Services. Donc on l'a appelé MSP. Donc je peux chercher là MSP, le site web qui contient MSP sur démo. Je clique là-dessus. Et donc, je peux ici donc cliquer Browse pour que je puisse donc aller me connecter sur mon site web. Ok? Ici, c'est le site, mon site web donc qui va afficher une page par défaut ici en disant This web app has been successfully created. Le site web a été créé associé à une base de données, mais le site web ici il est vide. Donc, je veux. Hossein. Hélas. Désolé, mais juste on a encore 5 à 10 minutes. On est à Cogite, tu sais. Donc okay. On doit aller. Donc ça va prendre combien de temps? Ok, donc 5 minutes max. Ok, parfait. Merci. Ok, super. Alors, donc maintenant, c'est notre site web. Et on veut maintenant donc que la solution qu'on a ici, qu'on a créée, donc le web service, on veut donc l'héberger sur Microsoft Azure. Pour le faire, j'aurai besoin d'un fichier d'authentification de Azure pour pouvoir héberger ou pour pouvoir publier ce site web. C'est simple, on va ici sur le site web et on aura ici sur More
get publish profile. Ok? Elle va télécharger ce fichier d'extension publish settings. Ce fichier, on va utiliser avec Visual Studio pour pouvoir donc publier notre application. Donc maintenant, je vais sur l'application web, je vais right-click, et ici, donc, je vais choisir publier. Et c'est cette menu simple. Donc, j'ai plusieurs templates pour publier mon application puisque j'ai le Publish Settings. Je choisis ici d'importer le fichier Publish Settings. Ok? Donc, mon fichier on se trouve là. Donc, je vais le placer sur le desktop. Voilà. Donc, je peux importer les fichiers Publish Settings. Et en important le fichier, donc, je vais pouvoir donc ensuite publier mon site web vers Azure. Le fichier Publish Settings, donc, il contient tout le nécessaire pour pouvoir publier cette application mobile sur Azure. Ok? Donc, une fois qu'on a publié le site web sur Azure, on peut revenir ici pour donc changer cette URL pour utiliser l'adresse URL publique de Azure. Donc, c'est-à-dire qu'on aura qu'on va pouvoir utiliser cette adresse publique là. Donc, juste en changeant cette adresse, on va pouvoir se connecter au nouveau web service qui est public. De cette façon-là, donc, si on résume ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc on a créé le web service avec le web API, aussi on a généré les contrôleurs web, et on a pu donc connecter notre application Xamarin pour se connecter à ce web service, et de plus on a récupéré la liste de tous les employés et on a fait donc la désérialisation vers une vraie liste d'employés. Donc, ce que nous reste à faire pour la séance prochaine, Inch'Allah, sera d'afficher cette liste d'employés qu'on a récupérée et aussi de créer ou d'invoquer les autres web services pour la suppression, la modification et le changement de propriété des employés. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était bénéfique pour la plupart d'entre vous. Donc, on a vu comment utiliser Xamarin Forms, comment on peut invoquer des web services et comment on construit, on développe des web services, on les héberge sur Microsoft Azure. Voilà. Merci Firas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est bon? Houssem? Firas. Houssem? Oui, Firas. C'est bon? Ah, c'est bon pour moi. Y a-t-il des questions? Il y avait des questions? Tout est parfait. Everything is cool. Tout est clair. C'est bien. Allez, Tawfiq. Merci beaucoup Firas, merci beaucoup Houssam.
Merci à vous. Très très bonne Merci, séance. la Rafia, présence. merci, Firas. Merci. Merci à vous Et tous. à bientôt. Alors, Inch'Allah, à la prochaine session. voilà. Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. On va Inch'Allah. organiser une autre session, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Merci à tous. Merci, bye Et bye. bon courage. Bye bye. Bonne nuit. Bye bye. Bonne nuit. Bye bye.